Merci, bienvenue et merci d'être parmi nous. C'est vrai que bravo Bruno, bien joué, parce qu'on est quand même en pleine actualité. Au lendemain de la présentation de la fameuse loi pour libérer l'activité et restaurer l'égalité des chances économiques, les mots comptent, hein. En France particulièrement, la sémantique politique compte. Nous avons la chance de vous accueillir pour commenter à la fois ce que fait le gouvernement, la situation économique difficile, et puis parler, faire de la pédagogie, parler, vous l'avez tous, le petit livre jaune qui donne lieu à votre pins désormais célèbre, même s'il est fabriqué, paraît-il, un peu en Tchéquie, mais on ne va pas vous en vouloir. Le petit livre jaune que j'imagine on vous distribuera pour tous ceux qui ne l'ont pas lu, qui raconte comment 1 million d'emplois, c'est possible. Alors, Pierre Gattaz, je ne vais pas passer de temps à rappeler le contexte, tout le monde le connaît, le budget est sous pression à Bruxelles. Est-ce que la France se verra retoquée à cause d'un budget qui n'est pas suffisamment rigoureux ou qui ne fait pas assez d'économies? On ne sait pas. Il y a une majorité politique en France dont on s'interroge de savoir si elle suit le président, et le Premier ministre et ministre de l'économie, dans sa volonté de réforme. Je pose la question. Est réellement posée, elle est légitime. On a un exécutif effectivement impopulaire, on voit bien qu'il y a, c'est pour ça qu'on a fait la une de la tribune sur cette idée qu'il faut faire peut-être de la politique autrement, faire partager les gens. C'est d'ailleurs ce que vous essayez de faire avec, non pas de la politique, mais en tout cas de la pédagogie autrement, avec ce que disait Jean-Christophe, votre application, etc., pour essayer de dialoguer différemment avec la société civile. Donc, ma première question serait de vous demander, est-ce que vous êtes satisfait de la loi qui a été présentée hier? Est-ce qu'elle va dans le bon sens? Est-ce qu'elle apporte, par rapport à votre objectif, des solutions suffisamment ambitieuses? Alors, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vois quelques têtes connues qui m'aident au MEDEF, comme Bruno, Emmanuel Perron, Patrick Berlusconi, qui sont des ardents combattants à mes côtés des actions du MEDEF. Je pense qu'on est en crise, mais le mot crise, vous savez, en chinois, c'est ce que on avait dit aux universités d'été en 2013, ça veut dire risque, mais ça veut dire opportunité. Donc aujourd'hui, le MEDEF, si vous voulez, il faut bien se rendre compte que c'est une armée de 750 000 personnes, d'adhérents. C'est une armée de combattants de l'économie. On est 3,3 millions d'entrepreneurs en France. C'est énorme. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que la France est en crise, mais qu'il y a sans doute des opportunités de bouger. Et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire, en fait, de faire beaucoup de pédagogie, comme vous dites. C'est un mélange de pédagogie, de vérité. Il faut expliquer les choses aux gens le plus possible, grâce à vous, les journaux comme vous, comment fonctionnent les entreprises, comment fonctionne l'économie de marché, comment fonctionne la mondialisation. Ces 3 sujets fondamentaux pour tous les pays qui réussissent au monde. Ce sont 3 termes, entreprise, économie de marché, et mondialisation, qui ne sont ni de gauche ni de droite. Et je crois que c'est très important de l'expliquer, car la France, curieusement, n'a toujours pas fait totalement son aggiornamento économique. C'est surprenant, le Parti socialiste allemand l'a fait en 1959, ça s'appelle le Babelsberg. Ils ont dit on ne veut plus être associé aux communistes, aux trotskistes, on ne veut plus être associé à la religion, et l'entreprise, c'est l'outil de travail, etc. Et ça, peut-être que nous assistons aujourd'hui, depuis un grand discours de Manuel Valls, de Jean Josas, je dirais, à cet aggiornamento économique du Parti socialiste. En France, ça s'appellera le Jouy-en Josas. Oui, 2014, le Jouy-en Josas 2014, exactement, grand cru. Effectivement, ça peut passer à la postérité sous pseudonyme, c'est plus difficile. Mais donc la méthode de pédagogie, c'est d'expliquer à tout le monde, à tous nos concitoyens, les vertus de l'entreprise. Alors, une chose positive, c'est que les Français sont en avance de face sur les partis politiques et sur les partenaires sociaux. Quand vous voyez les sondages qui ont eu lieu depuis quelques mois ou quelques semaines, il y en a un qui était intéressant, je crois que c'est en juillet-août, ils ont mis quelles sont les institutions les plus crédibles en France pour la croissance et le futur de la France. Les Français ont mis les PME en premier, sur 30 critères, sur 30 listes. Ils ont mis les partis politiques en dernier, 30e. Excusez-moi, ils ont mis les médias en 29e, avant-dernier. On en subit d'ailleurs en partie les conséquences. Mais les corps intermédiaires, les partenaires sociaux ne sont pas très très bien placés, on doit être entre 15 et 20. C'est pas donc, il faut qu'on travaille activement. Tout ça pour vous dire, si vous voulez, que les Français ont compris que l'entreprise c'était l'endroit où il y avait 80% des solutions de nos problèmes.
solution à l'emploi, solution à l'intégration des jeunes, à l'intégration des minorités, à l'exportation, à la création de richesses. Il faut rappeler que les fonctions régaliennes de l'État et que la fonction publique est payée par les richesses que nous créons. C'est-à-dire que ça ne fonctionne que comme ça, un pays. Je dirais que tous les pays normalement constitués créent des richesses. Ils les créent comment? Par l'entreprise, par l'innovation, par le client, donc ça, il faut le rappeler de façon incessante, parce que, vous savez, vous avez un niveau d'économie parfois, et notamment chez certains ministres que je ne citerai pas. Un ministre m'a dit un jour, vous savez, les marges des entreprises sont très faibles en France, M. Gattaz, parce que vous distribuez trop de dividendes. C'est extraordinaire. Je suis resté quoi, monsieur le ministre? D'abord, première chose, les dividendes, c'est pas avant la marche, c'est après la marche. Première chose, niveau zéro de l'économie de base. C'est cours préparatoire, quoi. Et ensuite, il a fallu dire que les niveaux de dividendes des sociétés françaises, c'est 8% de la valeur ajoutée créée. Les Allemands sont à 18%. Je crois que les Anglais sont à 12 ou 13%, et les Italiens sont à 14 ou 15%. Donc, de nouveau, en distribution de dividendes, parce que ça, c'est le genre de totem de brûlot qu'on nous sort tous les 15 jours, il faut le dire. Donc, premier MEDEF, MEDEF de pédagogie, deuxième MEDEF, MEDEF de vision, mais je reviendrai sur le sujet France 2020 et France qui gagne. Il faut donner un cap aux Français, il faut donner un cap à tous les concitoyens français pour accepter des réformes. Parce que demander à des gens de réformer sans cap, moi si vous me demandez de me réformer, je n'ai pas envie, pourquoi je me réformerais? Mais par contre, si vous dites ensemble, on va aller grimper la tour Eiffel, et ben on va, tiens, ça vaut le coup peut-être, il faut peut-être se réformer un peu. Et troisième MEDEF, ça mène de mouvement, de propositions, d'actions, ça c'est très important. Et c'est très dérangeant, parce que, pas pour nous, mais pour les autres. Parce que c'est vrai qu'on balance le million d'emplois, on porte un pin, c'est très impertinent, je reviens là-dessus, on crée la météo de l'écho. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui est un mouvement, et en fait, on est en mouvement parce que la France a besoin de bouger. Et en face, si vous voulez, on nous critique. Moi, j'ai été atterré quand on a sorti le 1 million d'emplois il y a 15 jours. Ce sont des propositions constructives, positives, patriotes, républicaines. Quelle est la réponse? On veut créer de l'emploi et on met des solutions. Vous avez vu les sorties en presse, c'est outrage, provocation, ligne jaune franchie, indécence. Ils n'ont même pas lu, un, le bouquin, deux, ils ne sont pas d'accord pour créer de l'emploi. Mais c'est atterrant. Donc moi je prends un malin plaisir maintenant. Au début c'était un peu compliqué, parce que vous faites insulter, injurier, bon ça. Maintenant on continue de se faire injurier et insulter, mais c'est assez drôle, parce que c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas beaucoup en fait. C'est toujours les mêmes qui sortent sans aucune proposition. Jamais. Moi j'ai jamais vu une proposition des gens qui sortent toujours de la même façon, provocation, etc. Donc vous avez une sorte d'intimidation permanente d'une poignée de gens qui n'ont jamais de proposition et qui ne veulent pas créer l'emploi. Ils sortent, ils ne veulent pas créer l'emploi. Il faut les ringardiser, c'est tout. Sur ce point, parce que vous jouez quand même un rôle politique, on vous voit, vous avez une marionnette au Guignol, vous êtes de bad guy, forcément. Vous êtes, quand vous vous exprimez au nom du MEDEF, patronat, par rapport au syndicat, vous êtes forcément présenté comme celui qui va annoncer les mauvaises nouvelles, en tout cas dans une certaine mesure. Et il y a un jeu de rôle, c'est-à-dire quand le MEDEF dit quelque chose, genre il faut modifier le marché du travail, on va dire, il veut nous transformer en esclaves. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez que, moi ce que j'ai perçu, c'est quand vous avez pris ces initiatives, effectivement, on ne peut pas reprocher au MEDEF de dire il faut créer des emplois, et voilà, comment, débattre du comment. Éventuellement, vous pouvez perturber ou déranger le gouvernement qui, lui, cherche à convaincre sa majorité d'avancer, pas forcément au même rythme que le vôtre, et qui se retrouve finalement face à un MEDEF bouc émissaire qui, je dirais, libère tellement la parole que ça empêche, ou ça rend le gouvernement lui-même inaudible pour avancer. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un tout petit peu, à votre corps défendant, si je puis me permettre de le dire ainsi, contre-productif par rapport à un gouvernement, j'avais commencé par ça, mais vous n'y avez pas encore répondu, qui a l'air, le nouveau, le gouvernement Valls II, il a l'air de vouloir faire des choses. Il dit j'aime l'entreprise, et il dit je veux libérer l'activité. Oui, mais non, quand on est en mouvement, et d'abord la France tombe. La France, il y a une urgence, il y a le feu à la maison. Alors en effet, est-ce qu'on attend la pluie pour éteindre l'incendie? Et là vous avez 5 ans, 10 ans, etc. Ou est-ce qu'on veut éteindre l'incendie tout de suite? Donc forcément vous bousculez des habitudes, des règles, du parisianisme, excusez-moi. Donc vous bousculez, c'est comme si lorsque vous avez quelqu'un qui se noie sur la plage,
ben, vous défoncez la foule, vous donnez des coups, vous allez prendre le noyer, vous allez le récupérer. Bon, eh bien nous sommes en mouvement. Et il y a urgence. On ne peut pas attendre toutes les semaines qui passent et autant de milliers d'emplois qui vont se détruire. Donc, désolé, il y a urgence. Il y a le fait. Vous assumez ce jeu de rôle mais plus que ça. Il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, nous, on est des chefs d'entreprise. On dit, vous êtes un parti politique. Non, moi, je vous montre mon connecteur. Je suis un chef d'entreprise. Je fais des composants électroniques. Pourquoi je suis au MEDEF aujourd'hui? Parce que, comme tous ceux qui sont dans la salle, vous avez trois façons d'être quand vous êtes chez les entreprises françaises. Vous ouvrez la radio, la télé, etc., ça fait 20 ans que ça dure, vous entendez des inepties, mais vous râlez, vous hurlez, il y a des fois, vous êtes au volant, il faut vous arrêter sur la route pour vous remettre une déclaration d'un député ou d'un ministre, les types n'ont rien compris. Parce que pourquoi ils n'ont rien compris? Parce qu'ils n'ont jamais voyagé, et parce qu'ils n'ont jamais créé un seul emploi de leur vie. Et si vous voulez, on nous donne des leçons de moralité toute la journée. Mais c'est effrayant. Donc, soit vous râlez, et puis vous avez mal au foie, à l'estomac, soit vous vendez, vous partez. Tous mes concurrents français de Radial sont vendus et sont partis. À point. Moi j'ai des projets, je ne veux pas les dénoncer parce que ce sont des gens formidables, ce sont des ingénieurs, des techniciens qui ont créé leur boîte après la guerre. Bon, à cause de l'ISF. À cause de l'ISF, les gens sont partis entre 1983 et 2003. C'est la vérité. Alors on me dit, Pierre, tu n'as pas le droit de parler d'ISF. Mais pourquoi je n'aurais pas le droit de parler d'ISF? C'est un truc monstrueux qui détruit de l'emploi. Pourquoi il y a des totems et des mots interdits? Mais moi, chaque fois que je vois un totem, un mot interdit, moi, pendant 6 mois, 1 an, on m'a dit, Pierre, tu n'as pas le droit de parler de ça. Tu n'as pas le droit de parler de 35 heures. Tu n'as pas le droit de parler d'ISF. Mais attendez, si, j'ai bien compris, et quand j'en parle, vous avez une machine infernale qui vous remet dans le droit chemin en politiquement correct. C'est extraordinaire, ce truc-là. Vous êtes injurié, vous êtes humilié, vous êtes traité d'abruti, vous êtes traité de bisu, de machin, de trucs. Mais attendez, moi, je suis un chef d'entreprise, je veux rester en France. Je veux créer des emplois en France. Moi, c'est tout ce que je veux. Alors, arrêtez de m'injurier, de m'insulter. Et j'ai 750 000 personnes avec moi qui disent la même chose que moi. Même 3 millions, parce qu'on est tous d'accord avec les artisans, la CGPME, les professions libérales. Vous avez les forces économiques qui disent tous la même chose. Et cette même chose qu'on dit, ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont tous les pays sont gérés au monde. Ceux qui réussissent. Vous allez à Hong Kong, vous allez en Corée du Sud, vous allez en Chine, économie socialiste de marché avec des communistes. Génial. Vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada, vous allez en Autriche, vous allez en Allemagne, vous allez en Suède. Vous avez tous les mêmes sujets. C'est-à-dire, l'entreprise, c'est là où il faut être. C'est l'outil de création de richesse, c'est l'outil qui donne du travail, c'est l'outil qui donne de la dignité aux gens. Arrêtons de casser du sucre sur l'entreprise. L'économie de marché, c'est fondamental, il n'y a pas d'autre meilleur moyen dans le monde qui a été créé. C'est l'économie de marché qui fonctionne, il faut la réguler. Mais c'est ça qui fonctionne. Et troisièmement, la mondialisation. Ce sont des opportunités formidables. Et quand vous entendez des gens qui ont des pouvoirs politiques ou parfois syndicaux, je suis désolé, qui sont encore au 19e siècle, moi ça me fait hurler. Et on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Donc, j'applaudis, pour répondre à la question sur Valls 2, nous avons tous applaudi au discours de Manuel Valls à Jean Josas, jeune entreprise, fantastique. Il l'a répété à Londres, il l'a répété en Allemagne. Ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est qu'un Premier ministre soit obligé de répéter « j'aime l'entreprise ». Pour nous, c'est une évidence. Je dirais, au XXIe siècle, je ne vois pas comment on pourrait dire « j'aime pas l'entreprise ». Bon, mais c'est une réaction quand même. Hein, ça... Quoi? Quelle à gauche, les gens qui ont dit « comment est-ce qu'il peut dire des choses pareilles, c'est une provocation ». Combien il y a de personnes à gauche qui disent ça maintenant? Moi, j'aimerais que, si vous voulez, que vous avez entre 10 et 100 personnes, 50 personnes, 60, 70. C'est amplifié par les médias. C'est amplifié par les médias. Face à 63 millions de Français, vous ne croyez pas qu'il y en a un peu ras-le-bol? Voilà. Moi, je dis, si vous voulez, ces gens-là, et bien justement, si certains ce sont des députés, on va faire des binômes. On l'a décidé d'ailleurs mardi, avec tous les chefs d'entreprise du MEDEF, les MEF territoriaux, nous allons accueillir nos députés dans nos entreprises. On a décidé de faire, grâce à Patrick, 577 petits déjeuners pour expliquer à tous nos députés, venez voir les chefs d'entreprise dans vos circonscriptions, et ensuite on va binômer. Vous allez, monsieur le député, nous expliquer votre métier, parce que c'est compliqué votre métier, les lois, les amendements, puis il y en a beaucoup, puis vous faites beaucoup de lois, beaucoup d'amendements, c'est 85 codes, 400 000 normes, ça se fait pas tout seul, hein, puis il faut les augmenter, il faut les complexifier beaucoup tous les jours, toutes les semaines. Et puis nous, on va vous expliquer comment, comment vos enfants et vos petits-enfants vont trouver du boulot, ils vont s'épanouir, ils vont créer la richesse. Hein. Voilà, c'est une entreprise, c'est facile, il faut 3 choses. Hein. Il faut des clients et des commandes. Il faut se battre pour la compétitivité toute la journée, sur notre structure, sur le coût, il faut se battre parce que gagner de l'argent, c'est compliqué. Et puis, c'est de la motivation et du management des hommes et des femmes. Nous ne sommes pas des négriers, nous ne sommes pas des esclavagistes.
Nous sommes des gens qui voulons que nos entreprises, nos salariés, soient épanouis, soient heureux. Il faut le dire, on veut des salariés heureux, épanouis, motivés dans nos entreprises. Une entreprise ne fonctionne que grâce à ça. Ça, il faut leur montrer la vie à ces députés qui en effet, je dirais, cadeau aux entreprises, cadeau aux patrons, mais c'est risible. C'est risible. Les gens qui prononcent ça, mais ils n'ont pas compris d'ailleurs une entreprise, il y avait des hommes et des femmes, il y avait des emplois, il y avait tout ce qu'on dit. Donc ça, il faut l'expliquer. Et la tactique du LF, si vous voulez, maintenant, moi j'en peux plus du politiquement correct, si vous voulez, c'est plus possible. La maison brûle. Donc, on dit les choses. Quand c'est bien, on applaudit Jean de Saxe, quand c'est pas bien, eh bien on le dit aussi. Alors, tout ça pour vous dire, si vous voulez, que suite à ces grands discours que nous avons beaucoup appréciés, à cette déclaration de Emmanuel Macron, dans JDD, que nous avons applaudi, sa déclaration, ses premières intentions, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Ni posture, ni tabou, il a dit. Mais bien sûr, mais attendez, mais on en crève. Il est comme vous, il en crève, lui aussi il en a marre. C'est pas moi, c'est pas le MEDEF, c'est la France en crève. Vous comprenez? La France est à la croisée des chemins. On a tellement d'élastiques de rappel qui sont tirés par peu de gens. J'insiste en quantité, peu de gens. Les Français commencent à comprendre que la mondialisation, on ne peut pas s'y échapper, et ce sont des opportunités. Et l'entreprise, c'est fondamental, ils le disent. Revoir les 35 heures, les Français le disent. Oui, il faut optimiser ça. Travailler le dimanche et après 21h, les Français sont pour à 66%. 2 tiers en disant, bah oui, si je gagne un peu plus, etc., ben très bien, on ouvre. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais, si vous voulez, il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir les portes et les fenêtres de la France, c'est tout. Il faut regarder, il faut expliquer aux Français que nous sommes dans un monde qui est en mutation accélérée. Ça change depuis 5, 10 ou 15 ans, ou même 30 ans. Première chose, il change ce monde parce que nous avons 150 concurrents. Du temps des 30 Glorieuses, il y avait 5 concurrents. Vous aviez là le Japon, les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre. Point. La France maintenant a 150 concurrents. Bon, si on ne bouge pas, on va se faire broyer, c'est tout. Deuxième chose, le numérique vient tout bouleverser. Nous sommes qu'au début de la révolution numérique. Le numérique va changer notre façon de travailler, télétravail, notre façon de discuter avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos financiers, avec nos banquiers, avec nos salariés. Tout va être bouleversé. C'est schumpeterien le numérique. Donc quand vous expliquez ça à un ministre, vous dites qu'il ne faut pas faire de numérique. J'hallucine parfois. C'est comme... c'est pas de numérique. C'est les robots vont tuer nos emplois. Mais n'acceptez pas la réalisation, monsieur le ministre. Il n'y a pas de problème. On va se faire broyer. Vous aurez 25% de chômeurs. C'est extraordinaire, ça. Donc, le numérique, c'est schumpeterien, donc on va détruire des emplois. Oh, mais quelle horreur! Mais oui, mais c'est pas grave, parce qu'on va en créer beaucoup d'autres. Sauf que si nous empêchez de licencier, de nous adapter, oui, ça va être mortel. Le numérique va être mortel pour la France. Donc, il faut changer la situation du travail. Ça, c'est d'abord important. Troisième chose, les modes de vie changent. C'est-à-dire que vous avez moi, j'ai des adolescents à la maison, ils sont différents. Ils veulent travailler le soir, parfois. Ils dorment le matin. Ils travaillent jusqu'à 22h, 23h. J'essaie de les lever à 6h du matin, c'est très compliqué. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des familles monoparentales qui ont la garde des enfants un week-end sur 2. Il y a un week-end, ils n'ont pas d'enfants. Ils veulent aller faire leurs courses le dimanche. C'est ça le mode de vie. Donc il faut expliquer à tous ces gens qui ne veulent pas bouger, qui sont dans le dogme, qui sont dans le conservatisme absolu, qui sont des élastiques de rappel. Et ces gens-là détruisent l'emploi. Ce sont eux qui créent des chômeurs. Je suis désolé, c'est eux qui créent des chômeurs. Et ça, c'est insupportable. Il faut libérer en effet les énergies. Je pense que ce qui manque maintenant, et ce que j'attends, et ce que nous attendons tous au niveau de ces beaux discours, et de ces déclarations, et de cette loi activité de Emmanuel Macron, c'est des actes. C'est fondamental, c'est-à-dire des actes cohérents. Nous attendons 2 choses. Pour restaurer la confiance des entreprises qui sont dans cette salle et de tous les entreprises de France, il faut de la cohérence pour la confiance. Là, il y a une double cohérence à avoir. Une cohérence des actes par rapport au beau discours. Donc nous attendons vraiment que tout ce qui a été écrit se mette en place par des amendements, par des textes de loi, par de la simplification énorme, et que ce ne soit pas des usines à gaz en plus derrière. Et deuxièmement, il faut des mesures d'urgence par rapport à la situation d'urgence. C'est la double cohérence qu'il faut mettre en place. Si on ne comprend pas ça, je crains qu'on aille vers des très très graves difficultés. Et c'est pour ça que j'ai très mal réagi, que nous avons très très mal réagi à ce fameux décret pénibilité qui est sorti vendredi. Ça fait des mois, ça fait 1 an, d'abord qu'on nous a imposé cette loi, ce dispositif pénibilité dans la loi retraite.
Il y avait des pseudo-négociations, c'était pas de la C'était en contrepartie de pas grand-chose, mais un tout petit peu. Par exemple, un tout petit peu quand même. Changer les choses sur la loi. Non, c'est une non-réforme de retraite. Enfin, si vous voulez, j'ai assisté... Ah, vous l'aviez accepté, enfin. J'ai rien accepté, c'était même Le pas... MEDEF de l'époque. Pas du tout, ce sont des concertations. D'abord, moi, j'ai été présent, j'ai fait une réunion avec Marisol Touraine, avec deux adjoints, une deuxième, une troisième. À chaque fois, j'expliquais, cette réforme n'est pas une réforme, il faut bon, vous voyez qu'il y a 4 paramètres. Vous avez soit augmenter les pensions, c'était non, baisser les pensions, c'était non, augmenter les cotisations sur les entreprises, surtout pas. Ensuite, vous avez les annuités de travail et puis l'âge de la retraite. Donc il y a 4 paramètres, il y en a 2 sur lesquels il vaudrait mieux pas toucher, puis vous avez les 2 autres. Je dirais c'est de l'arithmétique de cours préparatoire aussi. Tous les pays du monde le font comme ça. Donc il fallait augmenter les annuités et il fallait augmenter l'âge de la retraite. Vous êtes sur un problème d'algèbre, enfin de mathématiques. C'est pas de la politique, c'est de la mathématique, le réforme des retraites. Ça n'a pas été fait, ou alors avec un décalage de 2030, on sera tous morts. Donc, et basé sur des hypothèses de croissance irréalistes, parce que je voyais des chiffres de l'ordre de 2, enfin, bon. Donc on a dit depuis le début, c'est pas une réforme, ça va pas régler le problème, il faut savoir que la retraite, ça va être 200 milliards de déficit cumulé à 2020. Sur ce sujet, juste un point, oui. Vous avez la retraite complémentaire, là ça dépend de vous. Oui. La situation financière est pas bonne, oui. On le sait. Avant la fin de l'année, vous devez trancher. Oui. Est-ce que vous allez proposer, puisque vous êtes visiblement plein d'allant en ce moment, de reculer, comme on l'entend, mais je termine ma question. C'est du réalisme. Vous êtes en tout cas offensif. Est-ce que vous allez proposer de reculer à 65 ans l'âge pour, comme on l'entend dire, pour donc la retraite complémentaire, ce qui par paralysie d'effort me posera un petit sujet pour les retraites de base. Je ne veux pas faire de déclaration à ce micro sur ce sujet. On est entre nous là. Hein. Oui, il n'y a pas de raison à ça. Il y a des journalistes. Si vous donnez l'exclusivité de cette information à la tribune, on saura quoi en faire. Je ne donne aucune exclusivité. Non. Enfin, on l'a entendu. Sérieusement, on l'a lu. Que c'était votre très tentation de le proposer. Est-ce que vous êtes tenté de le proposer? Vous ne l'avez pas encore proposé, mais est-ce que c'est la bonne méthode que vous voudriez? C'est toujours pédagogique. Non, mais mettre les gens face aux réalités. Écoutez, on l'a mis dans notre livre. Oui, c'est dans le livre. Écrit, il faut reculer l'âge de départ à la retraite, point. Alors après, on ne sait pas si c'est 63, 64, 65. Bon, quand j'ai regardé l'ensemble des pays européens, ils sont tous plus élevés que nous, quasiment tous. Donc il y a un moment, si vous voulez, il faut arrêter d'être les plus intelligents que tout le monde. Bon. Donc voilà, je ne veux pas vous faire de scoop sur ce qui va se dire ou se passer sur cette... Enfin, c'est avant la fin de l'année, on est d'accord. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, il y a d'autres paramètres à tenir compte. Sachez qu'il n'y en a pas 50, et donc la raison, le pragmatisme, la responsabilité des partenaires sociaux, la responsabilité de l'organisation. Quand on est partenaires sociaux, on est responsable. On est responsable de la gestion d'un système. Or, je m'aperçois que si on est responsable, il faut... je dis ça pour souligner que la dernière fois que vous avez touché aux retraites complémentaires, le MEDEF avait accepté une hausse de cotisation. Oui, mais c'est... Là, visiblement, il n'en est plus question. Il n'en est absolument pas question. Et si vous voulez, quel est le vous le savez, dans ma campagne MEDEF, moi j'avais 4 points fondamentaux. J'avais restauré la compétitivité des entreprises. J'avais restauré la confiance. J'avais amélioré drastiquement la simplification, simplifié drastiquement tous nos règlements et nos normes, et la vision. Voilà. La compétitivité, ça passe par la baisse du coût du travail, la baisse de la fiscalité. Donc moi, à chaque fois que je rentre dans une négociation, je l'ai dit, il ne s'agit surtout pas d'augmenter quoi que ce soit, ni taxes, ni charges, ni cotisations, il faut les baisser. C'est pour ça que je hurle réellement lorsque, eh bien, il y a un texte où il y a une... Vous savez, la France a été gérée depuis 40 ans, chaque fois qu'on avait un problème, on a augmenté taxes ou charges ou impôts. Enseigne lumineuse, taxe enseigne lumineuse. Foncier, taxe sur le foncier. Foncier bâti, taxe sur le foncier bâti. Trottoir, taxe sur les trottoirs. Non mais attendez, c'est facile d'être... Moi je sais gérer comme ça. C'est facile d'être député, c'est facile d'être ministre. Mais 40 ans que ça dure. Donc vous avez aujourd'hui la situation de la France, vous avez 150, 130 taxes de production ou dites affectées au-dessus du résultat d'exploitation des entreprises. Ça correspond à 60 milliards de plus que les Allemands. Il faut le savoir. Parce que depuis 40 ans, la facilité a été d'augmenter les taxes. Et aujourd'hui, je suis très inquiet, nous sommes très vigilants, parce que la tentation, mais vous le savez, c'est aux BTP qui sont ici présents, la tentation, c'est d'augmenter subrepticement les taxes locales.
Et on s'est aperçu dans les annexes du budget, qui s'appelle le jaune budgétaire, les annexes, que les recettes des collectivités locales allaient encore augmenter de 3,3% en 2014 et 3,2% budgétés en 2015. Ça veut dire que les taxes locales vont encore augmenter. Donc on a détecté ce point-là, parce que ça se dit pas, hein, c'est sous la moquette. Mais attends, on va le redire, on l'a déjà redit. Je l'ai dit en conférence de presse mardi, il faut être extrêmement vigilant. Il faut baisser les dépenses publiques. Pour baisser les impôts, pour réaugmenter les marges de l'entreprise à 29%, vous n'avez pas 50 000 solutions, il n'y en a qu'une, c'est la mère des réformes, c'est le courage de baisser les dépenses publiques. 50 milliards, donc ça suffit pas. Alors c'est 50 et 50 sur le coût du travail. Hein, la différence avec la... Moi, je parle de ce que fait le gouvernement. Il dit 50 milliards d'économies sur les dépenses globales. Non, le vrai chiffre, le vrai chiffre, c'est une centaine de milliards. C'est la différence qui nous sépare avec nos amis allemands, les entreprises allemandes, c'est 116 milliards que nous avons de trop dans le sac à dos. On veut nous faire un marathon international face aux Taïwanais, aux Coréens, à 150 pays. Mais nous avons dans le sac à dos 150 milliards de charges de plus que nos concurrents allemands. 116. La question va être quelle dépense? Parce que vous avez vu, Bruno Cavagné, il a mis son gilet orange, il est allé manifester, parce qu'il dit les collectivités locales, elles doivent avoir moins d'argent pour investir. Ça, c'est de la dépense publique. Il appelle ça, on en reparlera tout à l'heure, la bonne dépense publique, celle qui, effectivement, soutient l'investissement. Comment on fait cette centaine de milliards sans faire j'allais appeler ça, pardonnez-moi, un plan social au niveau de la fonction publique? Alors, d'abord, moi je suis totalement solidaire du combat du BTP, je le dis à chaque fois que je les rencontre. Il s'agit de garder l'investissement et surtout de baisser les dépenses publiques de fonctionnement. Dans nos entreprises, quand vous êtes en crise, qu'est-ce que vous faites? Vous gardez les dépenses de R&D et vous gardez les dépenses d'investissement au maximum. Et vous baissez la structure, vous baissez les frais de voyage, vous baissez les frais de restauration, vous baissez la structure, vous faites attention bon, mais c'est du bon sens, c'est du bon sens. Qu'est-ce qu'on a fait sur la structure de l'entreprise France? Ben, vous avez une entreprise France qui fait qu'il y a 1200 milliards de structures qui n'a jamais été gérée. Jamais été gérée. Alors parfois on me dit, mais si, regarde la Poste, etc. Oui, il y a des endroits où ça a été géré. Mais si vous voulez, nous, on ne doit notre survie, encore une fois, qu'à notre gestion. Nous sommes en paranoïa de compétitivité, sur la structure notamment. Donc, ce que j'ai proposé à Michel Sapin et au gouvernement, c'est associer chaque haut fonctionnaire qui est responsable d'un hôpital public ou d'une administration, d'un chef d'entreprise. Faites des binômes. De telle façon à ce que le chef d'entreprise arrive avec ses outils de management. Moi, j'ai proposé à Marisol Touraine à plusieurs reprises, faites du lean management dans la santé publique. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Parce que je suis pas sûr que le directeur de l'hôpital va être ravi de vous voir arriver pour faire du lean management dans l'hôpital. Non, mais vous savez bien comment ça marche, l'entreprise, il y a un patron. Il doit être légitime. Non, mais je veux dire, faire venir le directeur financier de Radial pour dire tiens, on va vous expliquer comment on va aller à l'hôpital. Je suis pas sûr que ça va se passer très bien avec les infirmières. C'est la réponse que m'a dit Marisol Touraine. Quand je lui dis ça, vous allez mettre. J'ai un grand avenir devant moi. Quelle est l'idée du lean? Il faut regarder Toyota qui a inventé le lean, qui a mis une usine de voitures dans le Nord et il faut regarder toutes les boîtes qui sont performantes dans le monde. Au niveau de Radial, j'ai fait du lean avec Boeing à partir de 2000. J'ai non seulement gardé mes 4 usines, mais j'en ai créé une 5e usine en France. Pourquoi? Parce que le lean, vous allez voir vos salariés, et vous les motivez, vous les épanouissez, vous leur demandez est-ce que vous trouvez des solutions? Aidez-nous à trouver des solutions. Le premier réflexe des salariés, c'est oh là là, moi j'ai mon BEPC, j'ai pas mon bac, je ne saurais pas faire, etc. Ils ont la trouille. Deuxième chose, ça dure des mois, c'est du management en disant mais vous allez nous aider, vous avez du bon sens, vous voyez. Et en fait, au bout de 2 ans, la même personne qui faisait un geste d'assemblage comme ça, qui est 20 fois moins cher en Chine et au Mexique, se retrouve, je pourrais vous le montrer, j'ai fait à Château-Renaud d'origine française, avec 5 PC, elle fait des tests optiques, des tests mécaniques, elle va chercher des ordres de production, elle est très heureuse, beaucoup plus heureuse que lorsqu'elle faisait un geste stupide pendant toute la journée. On organise toutes les semaines, voire tous les jours, des réunions très courtes où elle donne ses idées. Alors vous avez quelles idées pour améliorer le process, pour améliorer votre fonction? Et ce sont des gens, très heureux, deuxièmement, qui deviennent employables, parce que cette ouvrière qui faisait un geste répétitif n'était pas employable en France. Maintenant qu'elle sait travailler sur des process, sur du lean management, qu'elle sait travailler sur du value stream mapping, ça ce sont des termes anglo-saxons qui sont des gestions de process, et bien tout ça, j'aimerais qu'on le fasse dans les hôpitaux. Et quand vous faites du lean,
vous gagnez 2, 3, 4, 5 points de résultat d'exploitation, et je n'exagère pas. Vous gagnez 30% ou 40% de stock, vous réduisez vos flux de 30 ou 40%. C'est de la vie pragmatique, c'est du bon sens, c'est de la vie de chef d'entreprise, soumis à une compétition internationale de fou. Donc nous, quand je rentre dans un hôpital, mais vous voyez tous les trucs, tout le gaspillage, vous avez des gens qui courent dans tous les sens, vous avez des infirmières qui n'en peuvent plus, vous avez des médecins qui... Bon, qu'est-ce qu'on fait? On réduit 10% comme ça brutalement le truc? Mais c'est complètement idiot. Vous leur demandez calmement, vous leur dites on va faire du lean. Enfin, il n'y a pas que du lean, hein. Il y a du SPC, il y a 25, 30, 40 outils de management moderne qui sont utilisés, mais y compris par les Chinois et par les Mexicains. Je fais du lean au Mexique. Alors, juste pour finir, donc, pour conclure sur cette histoire de dépenses publiques, tel qu'ils nous présentent le budget, ils vont nous chercher, alors 500 millions sur les chambres de commerce et d'industrie, ils vont nous chercher 1,5 milliard sur la caisse de congés payés du bâtiment et du TP. Ils vont nous chercher sur les médicaments. Alors, la moitié des efforts de la santé, c'est sur les médicaments, alors que c'est 15% des dépenses. Donc vous êtes en périphérie du problème. Il faut rentrer dans les 1200 milliards. Il faut rentrer dans les dépenses de l'État, dans le management. Il faut rentrer dans les processus. À quoi servent tous les documents qu'on nous montre toute la journée? On remplit des tas de documents pour l'inspection du travail, pour l'URSSAF. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose la question, ce document-là que vous me demandez, il fait travailler combien de fonctionnaires et comment vous l'utilisez à la fin? Bon, ben, il y a plein de questions d'évidence. Voilà. Nous, ce qu'on dit, c'est que tant qu'on ne rentrera pas dans le truc, eh ben, ça ne marchera pas. Donc on dit aussi, il faut rester à 1200 milliards. C'est-à-dire que les 1200 milliards, il ne faut pas qu'ils bougent. Aujourd'hui, il y a une baisse de la hausse très faible, et qui fait que nous, on dit, c'est 1200 milliards, vous restez à 4 ou 5 ans à 1200 milliards, vous vous débrouillez, on va vous aider. Sans arrogance, mais on a plein d'idées, parce que ça fait 50 ans qu'on le fait, et parce que c'est notre survie qui en dépend. Donc on peut vous aider, mais sans aucune arrogance. Voilà. Vous vouliez développer tout à l'heure un peu le million d'emplois. C'est un slogan, presque un slogan de parti politique, effectivement, c'est inhabituel dans le langage du MEDEF. 1 million d'emplois, quand on regarde le détail... Non, mais pas du tout, c'est pas d'accord. Enfin, ça fait slogan, pardon. Ouais. Et là, quand on regarde le détail, il y a des chiffrages, vous dites 690 000 à 1 590 000. Donc je voudrais savoir, est-ce que, parce que certains ont dit ces chiffrages sont un peu fantaisistes, j'allais dire au doigt mouillé ou fait par rapport j'allais dire volontariste, comment est-ce que vous arrivez à associer à l'ensemble du paquet de mesures qui est contenu dans le petit livre jaune 1 million d'emplois, et pourquoi pas plus d'ailleurs, finalement, pourquoi pas 2? Je vais vous dire, d'abord, c'est pas un slogan, je porte ce pins depuis un certain nombre de mois. La signification de ce pins, c'est quoi? C'est que, nous sommes obsédés par l'emploi. Nous voulons créer de l'emploi en France. Cette question est fondamentale. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette obsession. Hein. Donc nous, on veut créer de l'emploi en France. Deuxième chose, c'est nous les entrepreneurs, les entreprises qui pouvons créer de l'emploi en France. Octave Gédinier, patron de la Ségos, très éclairé, disait « Seuls les emplois rentables sont des emplois durables. Seuls les emplois créés par les entreprises sont des emplois durables. » C'est extrêmement vrai. Troisième chose, c'est un projet. Donc ce projet, il a été matérialisé par 1 million d'emplois. Nous avons fait travailler toutes les fédérations qui l'ont bien voulu, y compris bien sûr le TP, le bâtiment. Et nous avons répertorié une trentaine de propositions qui répondent à quelle question? Monsieur Dupont, Madame Michu, est-ce que vous voulez qu'on crée de l'emploi pour vos enfants? Bon, si la réponse est oui, ce qui devrait être le cas à 99,99%, eh bien vous avez des idées. Bon, ça c'est le premier point. Je rappelle que créer 1 million d'emplois, c'est juste descendre le taux de chômage de 11% à 9%. On gagne 2 points de taux de chômage. Vous vous rendez compte que les Suisses sont à 3% de chômage? Vous vous rendez compte que les Allemands sont déjà à 5,5%, que les Anglais sont en train de descendre en toute 7%. Et nous, on a une situation démographique un peu particulière en France, il faut quand même au moins avoir le reconnaître. On a une population active qui croît beaucoup plus vite que les autres pays. Qu'est-ce qu'on imagine, si vous voulez? Qu'est-ce qui se passe? Donc, 1 million d'emplois nets, c'est pour redescendre à 9%. Vous vous rendez compte, c'est quand même pas la panacée. Donc ça, c'est le premier point. Pour tous ceux qui disent c'est pas possible, c'est incroyable, c'est de la provoque, etc. Bon, écoutez, vous ne voulez pas descendre à 9% de chômage, c'est quand même extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est que quand vous voyez des chefs d'entreprise, comme ceux qui sont dans cette salle, ou ceux que je vois toutes les semaines, parce que toutes les semaines, je me déplace en territoire, qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Ils disent, alors je vais vous donner des exemples. Moi, M. Gattaz, j'ai eu 5 salariés dans mon entreprise, j'ai eu 5 prud'hommes. Maintenant, ça fait 5 ans que je travaille avec ma femme, tout seul, et je ne veux surtout plus m'emmerder avec les salariés. Ça, c'est première réponse.
Deuxième réponse, oui, moi j'ai eu 3 salariés, j'ai eu 3 prud'hommes, je travaille avec mon fils. Bon. Deuxième réponse, je n'embaucherai plus personne. Troisième réponse, moi je suis bloqué à 49. Alors j'ai créé 2-3 sociétés de 49 personnes, parce que passer à 50, ça me fait très peur, il y a 35 obligations, ça va me coûter une fortune, j'ai pas envie de passer à 50, donc j'ai recréé une société. C'est pas du tout optimisé, mais voilà ce que je fais. Bon. Ensuite, si vous voulez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des gens. Je cherche, il y a des gens qui me disent, moi je cherche des gens pour mon entreprise, je ne les trouve pas. Je ne les trouve pas. Les gens ne veulent pas travailler. Je cherche des soudeurs, je cherche des mécaniciens, je cherche des hydrauliciens, je ne les trouve pas. Bon. Mais moi j'aimerais emmener les députés et puis les partenaires sociaux avec moi. Non, je leur dis d'ailleurs, venez avec moi, on va voir les 500 patrons de Carpentras, les 600 patrons de Nîmes ou les 1000 patrons de Grenoble que je vois régulièrement, et puis interrogez-les. Ce sont des gens tout à fait normaux, ils ont juste des verrous, et à la fin, quel est le truc? C'est que le patron français, il a peur d'embaucher en France. Le patron français a peur d'embaucher en France. C'est une vérité, elle fait mal. Ouais, catastrophe, provocation, outrage, machin. Non, venez avec moi, monsieur. Venez avec moi et on va discuter avec les patrons. Bon. Là, on a essayé de détecter ces peurs, on a mis des solutions. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a estimé, en effet, des paquets des verrous qui, chacun de ces verrous, c'est 50 000 emplois, c'est entre 50 000 et 100 000 emplois à créer. Je vais vous donner un exemple. Le tourisme, on a évalué avec les gens du commerce et les gens du tourisme en France que vous avez 85 millions de premières destinations au monde de touristes. Vous avez 1 million de Chinois qui viennent en France. Les Chinois consomment assez peu par rapport... Les touristes en France consomment assez peu par rapport à ce qu'ils consomment en Allemagne, en Espagne, en Angleterre. Les chiffres que j'ai, c'est 600 € partis aux touristes de dépenser en France, 1200 en Angleterre, 1800 en Espagne. Bon, et ben là vous avez une manne extraordinaire, mais une manne extraordinaire qu'on a estimée. Si on se donnait un peu la peine de recevoir nos Chinois, nos Asiatiques, de leur mettre des hôtels, de leur mettre des choses sécurisées, parce qu'ils sont très inquiets sur la sécurité, et qu'il y a une cinquantaine de destinations formidables en France, de développer cette activité, vous avez entre 50 000 et 150 000 emplois à créer. C'est tout. Donc on l'a estimé avec les gens qui connaissent. Deuxième exemple, l'emploi à domicile. Vous avez depuis Fillon, l'emploi à domicile, vous payez au forfait à l'époque, ça s'est transformé en réel. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En quelques années, vous avez 100 000 emplois qui ont disparu. Pas complètement disparu parce que vous payez au noir, la plupart du temps, les gens en disant je te paye moins, tu prends, voilà, mais je te paye au noir. Voilà ce qui se passe. Donc vous avez entre 100 et 150 000 emplois qui ont disparu en France depuis 2 ans parce que la fiscalité est à l'envers. Donc remettons une fiscalité incitative et motivante, et bien les 150 000 emplois qu'on a perdus, on pourrait la créer. Sachant qu'en Angleterre, ils ont 400 000 emplois de plus que nous dans le service à domicile. Service aux personnes âgées, femmes de ménage, aide à la scolarité. Donc vous vous rendez compte, il y a des gisements d'emplois. Donc nos estimations ont été faites par les fédérations concernées, par un benchmarking européen, et en nous aidant aussi de certains organismes comme l'IFRAP, Agnès Verdier-Molinier, qui sur les seuils a estimé que si on modifiait les seuils, on pourrait gagner entre 75 000 et 150 000 emplois assez rapidement. Aujourd'hui, nous avons estimé entre 50 000 et 100 000 emplois la possibilité d'emploi. Quel est le problème? C'est que si vous enlevez des verrous, des freins, si vous mettez des leviers qui ne coûtent rien aux dépenses publiques, parce que j'insiste, ça ne coûte rien, eh bien si on relance le bâtiment par des mesures sur le foncier, la libération du foncier, par des primes aux primo-accédants, il y a 2-3 mesures qu'on a mis dans ce livre, vous pouvez créer très rapidement de l'emploi. Je vous arrête là-dessus, on pourrait détailler, mais les gens liront, il y a énormément de propositions. Sur les seuils, il y a eu une première négociation sur le dialogue social, mais ce n'est pas très bien passé. Ce n'est pas dans la loi Macron, mais ça pourrait y être, il l'a dit, c'est la partie cachée de cette loi qui arrivera au Parlement, je pense, au début de l'année prochaine, pas avant. C'est d'ailleurs marrant, il a dit il y a 6 mois, enfin il y a déjà 3 mois dans la vie. Enfin, est-ce que sur les seuils, vous pensez qu'un accord est possible? À quelles conditions? Certains syndicats, notamment la CFDT, n'ont pas fermé la porte, mais ça ne va pas être gratuit, si je puis dire. Alors, je ne vais pas pouvoir m'exprimer trop sur ce sujet parce que nous sommes en pleine négociation. Non, mais je peux vous m'exprimer sur beaucoup d'autres sujets, sur la pénibilité, si vous voulez. Ça, vous l'avez déjà dit, ce qu'on sait. Dites-nous un mot sur les seuils. Sur les seuils. Là, c'est de la lucidité, du pragmatisme, si vous voulez. Est-ce que, on veut créer de l'emploi? Est-ce qu'on veut éviter que les gens soient bloqués à 9 ou à 49? Nous avons 10 seuils
facial, 9, 49, 10, 11, 49, il y a 250, 300, 350, il y a 1000, enfin, il y en a 10, plus toutes les configurations. Tout ça pour vous dire, si vous voulez, que on est arrivé en négociation, en effet, on espère qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout de cette négociation. Quel est le prix du deal? C'est ça ma question. Il n'y a pas de prix. Qu'est-ce que vous demanderez la CFDT pour... Alors, vous avez... Mais, en fait, oui, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas que la CFDT d'une part. Nous, on est assez... on est ouvert dans cette négociation. On regarde un peu quels sont les problèmes. La question que l'on nous pose souvent, c'est qu'ils veulent améliorer le dialogue social dans les petites entreprises. Mais on essaye de leur expliquer qu'il n'y a en général pas de problème de dialogue social dans les petites entreprises. Parce que vous avez 10 personnes, ou 15 ou 20... vous les voyez tous les jours, vous les avez recrutés, vous les tutoyez, vous les connaissez par leur prénom, vous connaissez leur famille, vous les rencontrez sur le marché le week-end. Enfin bon, je dirais, on va pas... Le problème fondamental qu'on a, c'est qu'on mélange dialogue social et présence syndicale. Il faut savoir que la législation du travail, c'est juridiciarisé, institutionnalisé, complexifié avec le cours des années. Et nous, on en a marre de ça. On en a marre parce que c'est du faux dialogue social, d'avoir des réunions qu'on fait toutes les semaines avec d'un côté des personnels, des titulaires suppléants en plus. À chaque fois, vous rajoutez les deux. Comité d'entreprise, CHSCT, c'est délirant. Et plus vous grossissez, plus vous avez des contraintes. Et moins vous êtes efficace. Un patron de Total me disait l'autre jour, moi, quand je vais en Allemagne, à 8h du matin, je commence avec mes équipes. Je parle d'innovation, de clients, d'excellence opérationnelle, de matériaux, de technologie, et à 6h ou 5h le soir, je parle avec les syndicats pour du dialogue social, ça dure 1 heure ou 2, je prends mon avion et je repars. En France, systématiquement, j'attaque à 8h du matin avec les partenaires sociaux. Est-ce normal? C'est pas normal. C'est pas normal, ce dialogue social est devenu une usine à gaz incroyable, terrible, une caricature avec 9 couches stratifiées. Vous avez le contrat de travail du gars, vous avez l'accord d'entreprise, l'accord de branche, l'accord interpro, le code du travail français, le code du travail européen et les 9 jurisprudences des prud'hommes. 9 couches. Je vous défie, vous ouvrez le code du travail à n'importe quelle page, de comprendre ce que vous lisez. Et qu'un salarié... Non mais si vous voulez, donc il y a un moment, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Donc si vous voulez, est-ce qu'on veut un dialogue social qui est encore plus complexe et en jouant sur les seuils, est-ce qu'on veut en effet complexifier vers le bas, c'est-à-dire le pauvre gars qui a 5 personnes, on va lui dire, attends, tu vas avoir ceci, cela, mais non. Alors je rappelle juste que ce que font les Allemands. Les Allemands, ils ont fait un conseil d'entreprise. Et les statistiques que j'ai aujourd'hui, c'est que entre 20 personnes et 500 personnes, seulement 20% des salariés de ces entreprises-là ont demandé le conseil d'entreprise. Vous avez 80% des entreprises allemandes, entre 20 et 500, qui travaillent en direct avec les salariés qui n'ont pas de conseil d'entreprise. Donc nous, on voudrait en plus nous rajouter des contraintes et de la législation et de l'institutionnalisation du dialogue social. Et en revanche, on a une tradition de la co-gestion ou de la co-administration. Alors ça va, il y aura plutôt dans les très grandes entreprises. Oui, mais c'est quand même une culture que nous n'avons pas vraiment. C'est pour ça que il y a une culture plus paternaliste en France, quand même. Dans le patronat français. Écoutez, on a peut-être sans doute des défauts, et moi je suis tout à fait d'accord pour regarder les défauts que nous avons, parce que nous n'avons pas des qualités, nous ne sommes pas bons en exportation en France, il faut nous aider. Je parlais dans la relation sociale, vous n'êtes pas parfait non plus. Je suis pas d'accord. Partout. C'est pas vrai, c'est faux. Moi je suis pas d'accord. Quand je vois des entreprises, si vous voulez... Vous avez une vision un peu idéalisée, je trouve. Mais pas du tout. Vous avez et bien sûr des endroits où ça se passe pas très bien, mais ce sont des proportions normales. D'ailleurs, on vous caricature ainsi quand on vous voit dans votre marionnette, on vous voit avec l'entreprise. Vous avez vu que... Non, mais je veux dire, ce paternalisme fait partie du jeu et du dialogue social. Il ne faut pas tout confondre. Vous avez la réalité de terrain et vous avez les médias ou la communication. Donc les guignols, c'est encore autre chose, si vous voulez. Bon, on peut dire, tiens, Agatha, c'est les guignols. Oui, en effet, alors là, il faudrait vite me virer du MEDEF. Parce que si je me comportais comme ça, ce serait horrible. Non, tout ça pour vous dire, si vous voulez, il ne faut pas tout mélanger. Les entrepreneurs de France ont 2 problèmes principaux. Ils ont un problème de législation du travail qui est devenu insensé. Et ils ont la fiscalité qui est devenue aussi délirante, qui est à l'envers. Ça, c'est les 2 épouvantails. Et vous écoutez les investisseurs ou les patrons étrangers qui viennent en France, ou les directeurs généraux de sociétés étrangères qui sont animés par Denise Revue d'Acquis,
mais ils vous diront mais le mal qu'ils ont pour convaincre leur état-major de Boston, de Berlin, etc., de venir en France. Pourquoi? Parce que cette législation du travail est délirante, et donc ils n'ont pas du tout confiance, parce que la fiscalité est à l'envers, elle est démotivante, elle est souvent punitive, et parce que tout est extrêmement complexe. Donc quand ils ont le choix d'investir en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou ailleurs, eh bien malheureusement, et depuis quelques années, ça s'est aggravé depuis 2 ans, c'est pas la France qui choisissent. Donc si vous voulez, on peut dire et laisser passer dans les journaux que les Français, les patrons français sont pas bons. Moi je dis ce sont des héros. Et un patron français qui réussit en France, il peut réussir dans le monde entier, parce qu'il est meilleur que tout le monde. C'est ça qu'il faut dire. Ce sont des héros. C'est la course d'obstacles finalement. Donc moi, si vous voulez, moi je suis très énervé, excusez-moi, mais quand on dit le patron français, paternaliste, machin, non, il est normal, c'est un patron normal, sauf qu'il en a marre de se faire voir imposer des choses, d'être maltraité, d'être mal compris, d'être tout le temps... voilà. Et je dirais même que quand vous faites des sondages, comme il y a eu lieu il y a quelques mois sur le patron français, eh bien vous constatez, je crois encore, que les salariés disent à 65 ou 70%, moi j'aime mon patron. Voilà. Alors donc on peut dire que... J'avais entendu j'aime ma boîte, mais j'aime mon patron. J'aime mon patron, on peut regarder le sondage d'il y a de mars-avril, les salariés aiment leur patron. C'est génial ça, mais ça vous le dites jamais hein, au niveau des gens. À d'autres sujets. Mon patron est là, je ne vais pas lui faire une déclaration d'amour. Yvon Gattaz avait proposé des emplois nouveaux à Contrainte allégée, les ANCA, c'était sous Mitterrand, Gattaz, la gauche, c'est une longue histoire. Aujourd'hui, à chaque François son Gattaz. Voilà. Aujourd'hui, vous réinsistez fortement et avec, très curieusement, là, le soutien et de Manuel Valls et d'Emmanuel Macron sur la nécessité de travailler, alors, sur le marché du travail, la réglementation, vous l'avez amplement expliqué, mais aussi sur l'assurance chômage. Alors, vous allez pouvoir nous dire que vous ne pouvez rien nous dire sur l'assurance chômage et la négociation que vous souhaitez, néanmoins, vous souhaitez qu'elle ait lieu plus tôt que prévu. Jusqu'où, d'après vous, il faudrait aller? Juppé parle de retour à la dégressivité, il trouve que Macron pourrait le prendre dans son gouvernement. Enfin, on a l'impression qu'effectivement les esprits sont en train de changer un petit peu sur ce sujet. Jean Tirole vient d'avoir le prix Nobel d'économie, avait fait un rapport avec Olivier Blanchard du FMI qui, bon, je ne reviens pas sur le détail, mais en gros disait il faut libéraliser, il faut faire un contrat unique. Et ça, je ne sais pas si vous auriez été d'accord, il faut modifier le financement de l'assurance chômage, il faut taxer les licenciements, plutôt que de faire un prélèvement. Bon, ça revenait à peu près au même, mais c'était pas exactement la même régulation sur le marché du travail qu'il proposait. Sur tout ça, vous avez le sentiment donc, que les choses pourraient bouger, et est-ce que ça pourrait être efficace? Alors, revenons sur Jean Tirole. Bravo à l'économie française, à la France, d'avoir eu ce prix Nobel. Ce qui est toujours assez surprenant, c'est qu'on a donc été primé dans l'économie, alors que c'est catastrophe au niveau de la France. Vous l'avez dit, on est des héros. Nous sommes des héros parce qu'on est des combattants de l'ombre, mais dans un pays qui commence à comprendre peut-être, je l'espère, ce que c'est que l'économie et l'entreprise, l'économie de marché. J'espère que nous vivons des moments formidables en France, c'est pour ça que je suis toujours très optimiste sur la suite, heureusement d'ailleurs. Jean Tirole, en effet, a dit que son problème principal de la France, c'est le marché du travail. Sur quoi nous sommes absolument d'accord, et je suis ravi qu'il ait eu le prix Nobel, principalement pour ces travaux-là. Il préconise en effet de simplifier drastiquement le marché du travail, bravo, 1000 fois bravo. Il préconise un contrat unique. Moi je suis tout à fait d'accord avec le contrat unique. Je n'en ai pas trop parlé avec mes pairs, nous n'avons pas eu ce débat au niveau du MEDEF encore. Je crois que le contrat unique, si vous voulez, ce qu'il faut absolument, c'est arriver à un contrat qui permette d'être très clair que lorsqu'on veut se séparer de quelqu'un, ou que de la part du salarié lui-même, ou de la part de l'entreprise qui doit s'adapter, que ça soit parfaitement clair, limpide, et pas sujet à interprétation ou à insécurisation juridique. Car le problème, c'est ça, c'est que vous embauchez quelqu'un, mais vous ne savez pas comment vous allez vous en séparer si vous avez un problème de marché. Comme je l'ai dit, que nous sommes dans un monde extrêmement mouvant, en mutation accélérée, le numérique, l'Europe qui se construit, la compétition, vous comprenez bien que si on ne peut pas être clair sur la façon dont on peut rompre un contrat, à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, eh bien on va avoir extrêmement peur. Donc moi je dis 1000 fois bravo, et je pense que cette idée d'avoir
un contrat de travail unique avec quelqu'un, où c'est parfaitement indiqué, si on se sépare dans 6 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, voilà ce que tu auras, et c'est la vie. C'est comme ça que ça se passe en Suisse merveilleusement bien, en Allemagne et dans d'autres pays. Je pense qu'il faut poursuivre cette voie-là. Moi, ça me paraît être une très très bonne idée. C'est un prix Nobel de l'économie qui le dit en plus, donc je l'écouterai avec attention. Je ne le connais pas, je ne connais pas en détail ce qu'il a écrit. En tout cas, je pense que c'est une idée tout à fait intéressante à creuser et à proposer à nos partenaires sociaux, puisque en 2015, si tout va bien et si la première négociation s'est bien passée, nous avons prévu de faire une deuxième négociation avec les partenaires sociaux en 2015 qui s'appelle le marché du travail, dans lequel nous souhaiterions aborder ce problème de sécurisation juridique de la séparation, d'éventuellement d'un contrat unique et d'éventuellement des 35 heures dans l'entreprise, c'est-à-dire ne passer non plus d'une durée légale imposée à tous au niveau du pays, ce qui est encore quelque chose de très jacobin, c'est-à-dire on nous impose par le haut des choses, et puis les 35 heures, il faut les gérer avec nos salariés. Les entreprises doivent travailler 39 heures ou 40 heures ou 38, ou rester à 35, c'est à l'entreprise de décider ça avec ses salariés. Donc voilà ce que je veux dire. Sur l'assurance chômage, je n'ai pas répondu. En effet, il y a 3 problèmes de l'assurance chômage. Il y a un problème de déficit, qui est toujours de l'ordre de 3,5 milliards par an. Bon, est-ce qu'on est, nous, responsables d'un système paritaire, d'accord pour pousser un tas de sable de pertes, de déficit, éternellement? Je dis non. Un chef d'entreprise, il accepte une année de perdre de l'argent, 2 années au maximum, 3 années, ça commence à faire beaucoup. Vous ne pouvez pas perdre de l'argent pour l'État comme ça, en se disant non, on ne peut pas, on n'a pas le droit, il y a trop de chômage, etc. Des tas d'idées complètement stupides. Si on est responsable ou on n'est pas responsable. Vous avez un problème de déficit qu'il faut régler. Et puis, vous avez dans le chômage des gens qu'il faut regarder. Vous avez 1 million de chômeurs qui n'ont pas vu l'entreprise depuis 2 ans. Donc ces gens-là sont en grande détresse. Ces gens-là, il faut s'en occuper. Qui a fait des propositions? Le MEDEF. Moi, j'en ai des emplois aidés, d'ailleurs. J'ai proposé une forme d'emploi aidé marchand temporaire. Parce que les emplois aidés dans la sphère publique, ça ne marche pas. Vous mettez de l'argent public, les gars, vous avez un taux d'échec, ça c'est de la fonction publique, c'est encore nos impôts qui vont payer cet emploi. Nous ne sommes pas d'accord sur le... Alors, peut-être tactiquement, temporairement, mais juste pour passer une crise temporelle, peut-être. Mais nous, ce que nous disons, c'est que pour ces populations qui sont très éloignées de l'emploi, dont on devrait donner un SMIC, alors qu'il y a des jeunes qui arrivent au travail, alors que vous avez des gens qui sont au chômage, qui sont qualifiés, ces gens-là n'ont pas de chance de retrouver un job. Donc il faut trouver un système qui permettrait d'avoir une rémunération plus basse, qui coûterait moins cher que le SMIC à l'entreprise surtout, et qu'on complète pour qu'ils aient un pouvoir d'achat décent par une sorte de RSA. C'est pas très loin du système des mini-jobs de Schroeder, hein, qui, personne ne le dit, mais les mini-jobs, c'est pas que des emplois moins payés, ils ont une sorte de RSA en Allemagne aussi qui permet de compenser. Si vous voulez, là vous utilisez des mots interdits, voilà. Alors, donc, là vous allez vous faire esquinter par la presse. Si vous lisez la tribune régulièrement, vous verriez que là-dessus, on n'a pas d'état d'âme. Donc si ces mots interdits, non mais très bien, c'est que les mots interdits, je vais vous dire, baisse du coût du travail, c'est interdit. Il y a 2-3 ans, ça y est, on a le droit de le dire. Baisse des dépenses publiques, c'est interdit il y a 1 an. Interdit. Ça y est, on a le droit de le dire. Donc il y a des choses qui évoluent. Donc je pense qu'il y a certains mots interdits que vous avez prononcés, que je n'ai pas prononcés, qui permettront peut-être dans quelques mois d'être utilisés. Tout ça pour dire que oui, il faut arrêter, je dirais, il faut arrêter cette gestion du chômage social par des barrières, des tabous, des totems qui vous empêchent de bouger. Vous avez, regardons ce que font les autres pays en Europe, vous avez des possibilités, des solutions très intéressantes. Je vous en cite une, je crois que c'est les Pays-Bas, qui disent pour un enfant, pour un étudiant, je crois, de 15 ans qui veut travailler, il a un niveau de 500 €. S'il a 16 ans, c'est 600 €, il monte, il est encore chez ses parents, il est encore logé, nourri, blanchi, etc. Eh bien, il y a une possibilité de monter en puissance, et ces gars-là, il faut les mettre dans l'entreprise, il faut les mettre au travail. Je rappelle que les Suisses ont 20% de bacheliers seulement. Et qu'est-ce qu'ils font? Depuis l'âge de 14 ans, ils ont des filières d'apprentissage. Et ben, ils ont 3% de chômage à la fin. Donc nous, si vous voulez, il faut changer notre rapport au métier, au travail. Le travail, c'est la dignité humaine. Le métier, c'est de la dignité humaine. Je dirais, c'est de l'épanouissement. Donc là, on est encore, je dirais, dans des vieilles lunes. Je dirais 68 arts, excusez-moi l'expression. Mais on est au 21e
XXIe siècle. Donc ces solutions-là, il faut les étudier, il faut les mettre sur la table. Ça s'appelle du brainstorming. Et avec les partenaires sociaux aussi, ils sont d'accord pour réfléchir à tout ça, parce qu'ils peuvent ne pas être d'accord. Eh bien, trions ensemble les bonnes idées, les mauvaises idées. Je souhaite le mettre, c'est l'idée du 1 million d'emplois. Ensuite, sur l'assurance chômage, je finis. Il y a une clause qu'on a appelée de revoyure. Alors là aussi, j'ai eu un défaitement dans la presse. C'est pas une clause de revoyure, c'est une clause de rendez-vous. Alors j'ai été voir dans le dictionnaire, revoyure, c'est de repréciser avec des signataires qu'on se reverra à une date donnée ou sur un objet donné. Donc je l'appelle ça une clause de revoyure, puisque le dictionnaire m'autorise à le dire. Une clause de revoyure tous les 6 mois, puisque c'est dans le contrat, c'est l'article 11 de notre convention UNEDIC que nous avons signée, pour revoir si ce que nous avons signé est bien ou pas bien. Moi je dis que la situation française s'est dégradée au fil des mois. Nous avons eu dans nos métiers une petite inflexion positive en tout début d'année imperceptible. Actuellement, l'Allemagne est en train de freiner fortement. L'Europe ne sort pas de trucs. La géopolitique est très inquiétante. La France va se retrouver dans malheureusement une décroissance qui peut s'accentuer. Donc aujourd'hui, il est urgent de regarder clairement, avec responsabilité, dans 6 mois, c'est-à-dire janvier. Cette réunion est positionnée en janvier d'après nos accords, signés, pour qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait pour réduire ce déficit que nous poussons comme un tas de sable sans être responsable de ce tas de sable. Et moi, je trouve ça irresponsable. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait pour ces chômeurs qui ont duré? Et troisièmement, comment fait-on pour inciter encore plus des salariés, des chômeurs, à reprendre du travail? Car partout dans cette salle, et j'imagine vous-même, vous rencontrez des gens, des jeunes qui partent au chômage pendant 6 mois. Certains font le tour du monde et ils ont un job déjà en poche et ils profitent de la case de chômage pour se mettre un peu d'argent dans la poche. Ça, je le dis aussi. Alors ça va hurler quand je dis ça. Mais il faut le dire, parce que l'autre jour, j'ai pris un chauffeur de taxi qui m'a dit, monsieur Gattaz, moi j'ai mon beau-frère au chômage, machin, il gagne plus que moi, c'est un scandale alors qu'il a du boulot, etc. Bon, c'est les Français qui disent ça. Bon, donc il faut regarder ce triple problème. Comment on peut vraiment me remettre au travail, aider les gens en grande difficulté, il y en a 1 million à retrouver du travail. Ça, c'est du social, c'est de l'humanitaire, c'est nos responsabilités pour cette population-là, c'est fondamental pour nous. 2, réduire les déficits fondamentalement à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans. Et 3, comment peut-on mieux contrôler en effet les chômeurs? Et moi j'applaudis tout à fait à l'initiative de M. Rebsamen qui dit, bah oui, il y a un département hier qui a dit, il y a 50% des chômeurs qui ne cherchent pas d'emploi. Je ne sais plus, dans le sud de la France. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, c'est nous qui payons. Bon voilà, est-ce que c'est pas du bon sens? Je sais pas. Non, on va prendre la salle à témoin. Moi, je vais m'arrêter. Je vais vous poser une dernière question. Je vous laisse préparer vos questions, parce qu'on va prendre une vingtaine de minutes de questions. Je crois que vous devez partir à 9h25. On fera une petite vidéo. Donc, je vous passe la parole. Juste une dernière question. Vous ne pouvez évidemment pas tout traiter, mais je crois qu'on vous a bien compris votre volonté de pédagogie. Sur ce que vous dites, sur les réformes en général, même sur cette clause de revoyure, est-ce que vous n'êtes pas néanmoins un peu inquiet de voir que là, la bourse se casse la figure un peu partout, pas qu'en France? Beaucoup de gens parlent d'un risque de triple dip, de nouvelle récession. Est-ce que le contexte macroéconomique n'est pas en train de se retourner une nouvelle fois dans le mauvais sens et que ça risque pas de tout geler finalement une nouvelle fois et on va repousser le tas de sable le temps qu'on y voit plus clair? Est-ce que c'est pas un risque de la période actuelle où tout le monde se crispe, on voit bien, et le gouvernement, bon, je reconnais qu'il a essayé, mais ne peut pas aller beaucoup plus loin que ce qu'il propose, et puis la conjoncture ne le sert pas beaucoup. Formidable opportunité. Formidable opportunité. Parce que quand vous êtes en période de croissance, on a été en France, on n'a rien fait. Bon. Et on me dit souvent, on ne peut pas réformer le pays parce qu'on n'a pas de la croissance. Ça, c'est extraordinaire aussi. Je dis, mais c'est dans nos entreprises, on se bouge encore plus quand on est en crise. Et l'idée, c'est justement, c'est une opportunité fantastique pour expliquer comment fonctionne le monde, pour expliquer que la France a des atouts formidables. Et on n'a pas parlé de France 2020, qui est pour moi le projet fondamental de tout ce qu'on fait au MEDEF. C'est d'expliquer que nous avons des atouts formidables en France, qu'une France du plein emploi c'est possible, qu'en 2020 on peut avoir de la croissance et on peut avoir de l'emploi et du plein emploi. On l'a expliqué, je dirais, aux universités d'été, et quelle est l'idée? C'est de dire aux Français, eh bien, on est capable d'exporter beaucoup plus que ce qu'on fait.
il y a 7,5 milliards d'individus qui ont besoin d'être équipés de tout. Les Chinois, les Asiatiques nous adorent nos produits. J'ai vu des sociétés du textile qui étaient moribondes, notamment dans le Gard, et elles faisaient des sacs à main et des chaussures, elles étaient en train de crever, elles ont trouvé des Japonais et des Chinois clients, et elles sont en train de repartir à fond. Bon, parce que les Chinois et les Asiatiques, ils adorent le Made in France, ils adorent le romantisme français. Eh ben, ouvrons les yeux. Là, c'est un rôle du MEDEF à aider nos MEDEF territoriaux, nos fédérations, à prendre conscience qu'il y a 7,5 milliards d'individus équipés de tout. Moi, Radial, je dois ma survie que parce que je suis à 80% à l'exportation. Alors, je sais que c'est plus compliqué dans certains métiers, comme le TP. Mais ceci étant dit, si vous voulez, la mondialisation, c'est une formidable opportunité pour énormément de filières. L'Europe, c'est une opportunité si on arrive à la construire correctement. 500 millions d'habitants, une vingtaine de pays, trentaine de pays, il y a tout à faire. Troisième chose, tout ce qui est numérique, ça va être schumpeterien, mais la France a des mathématiciens, des gens exceptionnels, des ingénieurs exceptionnels. On a tout pour réussir dans le numérique. La transition énergétique, fabuleux marché, qui concerne beaucoup de gens, qui concerne d'ailleurs le bâtiment, les TP, l'efficacité énergétique active, les matériaux, l'électronique, tout ce qui est énergie, formidable marché. L'entrepreneuriat à tous les étages, libérons l'entrepreneuriat, faisons que ce soit simple, faisons qu'il y ait une fiscalité incitative, arrêtons l'ISF, supprimons l'ISF. L'ISF qui fait partir depuis 30 ans des tas de familles patrimoniales qui font que des gens veulent l'entreprise, se mettent à Bruxelles et font du business angel. Bon, eh bien, moi je dis que nous avons des formidables atouts. Il y a des tas d'idées pour libérer toutes ces énergies. Il faut remettre la France à l'endroit, sur le plan de la législation du travail, sur le plan de la fiscalité. Il faut faire des réformes structurelles profondes. Et je pense que la crise est justement là pour expliquer à tous les Français que nous en avons sous le pied, que nous sommes un immense pays, qu'on est 5e puissance au monde. Donc il faut parler comme ça. On a tout pour réussir, des filières fantastiques, des ingénieurs fantastiques, des petites PME, des TPE qui sont agiles, qui peuvent répondre. On a tout, sauf qu'il faut qu'on ait de la confiance et qu'on ait de la considération de la part de nos politiques. Et bravo à Manuel Valls et à Emmanuel Macron d'avoir prononcé tous ces discours. On attend vraiment de la consistance des actes, des mesures, et non pas des décrets pénibilité avec les 10 facteurs de pénibilité. Parce que là, on rentre dedans. Et ça suffit, on dit, ça c'est pas possible, ça ruine la confiance. Donc faites attention dans les semaines et les mois à venir. Si vous voulez qu'on passe ensemble une crise qui peut se durcir peut-être, eh bien nous, chez l'entreprise, nous sommes des gens patriotes, nous sommes des républicains, nous sommes des responsables, nous avons tout pour réussir, levez les freins à l'embauche, aidez-nous à être plus confiants dans notre pays, et vous avez des centaines de milliers d'emplois à créer. Je vous donne un autre exemple. Le MEDEF de mouvement, on n'a pas attendu, il y a 400 000 emplois demandés non pourvus en France. Vous vous rendez compte, 400 000 emplois demandés non pourvus en France. Il faut le dire, de répéter. Des soudeurs, des chaudronniers, on a besoin de 80 000 commerçants. 80 000 commerçants. Incroyable. Bon. Donc, il faut le dire, eh ben, on n'a pas attendu, on a fait beau travail. Beau travail, c'est un spot télévisé qui passe tous les soirs, ça dure 1 minute. On a mis à l'honneur des salariés, nos salariés qui sont dans les métiers en tension. On a montré des soudeurs, des conducteurs d'engins, des poissonniers, des bouchers, bon, avec des gens qui sont des jeunes ou des moins jeunes qui adorent leur métier, qui montrent que le travail c'est bien, qu'ils sont passionnés par leur métier. Ça dure 1 minute tous les soirs sur la 2 et sur la 3. Et puis à la fin, on met beautravail.org. Ce monsieur sert d'embauche 1 700 €, il en manque 5 500 en France, contactez Beau Travail. Et dans Beau Travail, vous avez la fiche métier, vous avez filières d'alternance et d'apprentissage, et vous avez les offres d'emploi. Eh bien, voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est montrer que des salariés sont heureux, parce que 90% de nos salariés sont heureux. C'est de montrer que le travail c'est magnifique, que le métier c'est magnifique. Et il faut revoir, je vous engage à le faire, allez revoir l'interview des universités d'été du chinois, de notre ambassadeur de Chine en France. Magnifique, je l'ai revisualisé hier soir, il a fait 2 interventions, mais là il faut, au MEDEF, on va le passer aux 577 députés, et à tous nos partenaires sociaux, il faut aller voir ça. J'ai pas pu assister à ça aux universités, mais c'est un ambassadeur de Chine qui explique que l'égalitarisme, c'est ce qui a tué le pays, c'est ce qui a tué la Chine. Il explique, mais vous vous rendez compte, les 35 heures que vous avez mis, les 35 heures en France, mais vous êtes complètement marteau, les Français. Et c'est merveilleux. Allez voir ces 2 interventions de cet ambassadeur de Chine face à Alain Juppé qui n'a pas du tout apprécié la leçon de libéralisme par un Chinois communiste. C'était magnifique. Merci, M. Gattaz.